Les Noirs sont-ils le problème de la France? C'est un discours qu'on a tendance à entendre de plus en plus. Et des personnages comme Marine Le Pen ou même Éric Zemmour veulent nous faire croire que, en chassant les immigrés de France, tous les problèmes seront résolus. Et pendant qu'il y a ce pessimisme autour des Noirs, il y a des personnes comme Alexis Mbakop, notre invité du jour, qui pensent que dans les 30 prochaines années, un Noir sera président en France. Rêve, utopie, on en parle dans cette interview avec lui et il nous explique d'après lui pourquoi les Noirs souffrent de ce problème d'image et surtout, qu'est-ce qu'il faut urgemment faire pour que les choses changent. Parce que clairement, si on ne fait rien, dans les prochaines années, la situation des Noirs risque de fortement se dégrader en France. Interview très intéressante. Asseyez-vous, posez-vous, parce que vous allez apprendre énormément de choses en termes de chiffres, de statistiques, mais aussi d'analyse. Dans les commentaires, vous nous dites bien évidemment ce que vous en pensez. Et très prochainement, on aura certainement Alexis comme invité, probablement dimanche, pour continuer la discussion avec cette fois-là vos questions pour lui, parce qu'il va dire dans cette interview énormément de choses avec lesquelles vous ne serez probablement pas d'accord, mais bien évidemment, c'est son droit, c'est sa liberté. Écoutez et bien évidemment, commentez. Alors, si vous êtes nouveau ici, vous êtes sur Investir au pays, c'est une chaîne business. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de mindset, de business, parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos, comme celle-ci, qui vont vous apporter du très bon contenu. Je ne vous en dis pas plus, allons rejoindre Alexis. Salut Alexis. Salut Philippe. Merci d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview et en plus d'être venu à Paris spécialement pour ça. Est-ce que tu peux te présenter juste rapidement pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Oui, merci Philippe pour l'invitation. Je suis Alexis Mbakop, diaspora sociologue, diaspora philosophe, parce que j'analyse les comportements de la diaspora afin d'y apporter des solutions concrètes, pratiques. Et dans la vie réelle, je suis agent financier, je travaille dans un organisme bancaire et je suis investisseur aussi en immobilier, investisseur en e-commerce. Et je pense que ce que je fais peut être réalisé par plusieurs dans la diaspora. C'est pourquoi, depuis cette année 2021, j'ai monté la chaîne Diaspora Décomplexée pour partager un petit peu les initiatives et les projets qui sommeillent en moi. Ok, voilà. Très bien. Très bonne présentation. C'est quoi les problèmes de la diaspora et pourquoi tu y es intéressé de près? Ok, les problèmes de la diaspora et pourquoi je suis... Diaspora noire, bien évidemment. Oui, diaspora noire. Voilà, pourquoi je suis intéressé, je répondrai déjà à cette question et après je mettrai un petit peu un cadre avec des chiffres. Je suis intéressé par les problèmes de la diaspora, Philippe, figure-toi, parce que je fais partie de la diaspora. Je suis immigré, je suis né dans mon pays d'origine, le Cameroun, et je suis arrivé en France en tant qu'immigré, sans papier. Et j'ai suivi le protocole de régularisation et j'ai pu m'intégrer. Et aujourd'hui, quand plusieurs personnes me rencontrent ou travaillent avec moi, pensent que j'ai toujours grandi et baigné dans ce que je fais. Non, je viens de loin. Et donc, quels sont les problèmes de la diaspora? Tu veux tout de suite entrer dans le vif du sujet? Je ne savais pas effectivement que tu étais venu en France sans papier. Très intéressant. J'ai des questions pour toi. Pas de souci. Alors, qu'est-ce que c'est que la diaspora? Donc, la diaspora, en fait, je vais m'appuyer sur la définition de l'OCDE, qui est l'organisme de coopération et de développement économique. Donc, c'est l'entité, en fait, qui s'occupe des chiffres qui concernent l'Occident de façon générale. Donc, quand on parle d'Occident, on parle de l'Amérique, l'Europe, donc les 27 pays européens, la Suisse, le Canada et Israël. Donc, ce sont ces pays-là, on va citer aussi l'Angleterre, vu qu'elle est sortie de l'Europe. Donc, ce sont ces pays-là qui sont dits pays occidentaux. Et donc, l'OCDE définit la diaspora, donc les immigrés, comme des personnes qui sont nées hors de l'Occident et qui ont dû migrer pour arriver sur leur territoire. Donc là, on peut donner un cadre à la diaspora en tant qu'immigrés africaines. Donc, ce sont tous ceux qui sont nés en Afrique et qui, à un moment donné, se sont déplacés vers les pays de l'Occident. Et moi, dans mes études, j'intègre les générations suivantes, généralement la première génération. Donc, en France, par exemple, quand on parle d'immigrés, on va bien faire cette dissociation.
de ceux qui sont venus en France et de ceux qui sont nés en France. Donc ceux qui sont venus en France, on compte à peu près 900 000 immigrés africains. Et quand on intègre... Même pas 1 million? Non, même pas 1 million. Tout à l'heure, je vais te donner des chiffres. Tu te rendras compte en fait qu'on parle beaucoup d'immigrés. En fait, c'est peanuts par rapport à la société française et à la société mondiale. Donc, très intéressant. C'est très, très intéressant. C'est bien les chiffres, oui. Ouais. Et quand on regarde donc les immigrés première, deuxième... Non, ceux qui sont nés en France maintenant. Oui, oui. Tu parlais de ceux qui sont... Oui, donc ceux qui sont nés en France maintenant, on est autour de 1,1 million. Okay. Donc on va être au tout global à 1,7 million à peu près. 2 millions, puisque tu voilà, 2 millions, oui, voilà. à peu près 2 millions. Et quand on compte toutes les générations, donc toutes les générations d'immigrés, dont de ressortissants africains, on est à peu près à 4,7 millions. Et là, c'est toujours en France? Oui, on est uniquement en France. On est uniquement en France là, 4,7 millions. Ok, quand tu dis toute génération confondue, c'est ascendant, descendant, petit enfant, c'est ça? Oui. Et tout ça se compte depuis quoi, les années 60? Oui, voilà, dans les années 60. Et en 60, on a 2 millions de personnes issues de l'immigration. De l'immigration africaine, oui. Et donc quand tu dis africaine, tu comptes le Maghreb, hein? Non, je ne compte pas le Maghreb. Avec le Maghreb, on est plus de 7 millions, donc 11% de la population française. C'est ça? Oui, avec le Maghreb, tout à fait. Okay. Oui. Donc le Maghreb prend vraiment une grosse partie. Une grosse partie, bah oui. D'autant plus que depuis 2020, la première population d'immigrés en France, ce n'est plus les Portugais, ce sont les Algériens. Donc voilà, le Maghreb, c'est beaucoup de chiffres. Moi, je m'intéresse beaucoup en fait aux immigrés noirs, plus particulièrement. Et voilà, j'essaye d'avoir des chiffres précis sur ce qui nous concerne, nous, donc là, les Blacks. Très bien, on a compris. On est 900 000, 2 millions, 4 millions, en fonction de quel repère on prend. Oui. C'est quoi nos problèmes? C'était la question de base. Hein. Tout à fait. Donc moi, je vais venir sur les problématiques des immigrés qui sont comme moi, en fait, qui ont quitté leur pays et qui arrivent en Occident. Donc, quel que soit le pays, hein, qu'on soit en France, en Allemagne. Il faut rentrer chez vous. Rentrer chez nous, pas dans toutes les conditions. C'est-à-dire qu'il faut... Non, je rigole, mais je veux dire, fondamentalement, pour revenir quels sont les problèmes, puisque s'il y a des gens comme Zemmour, comme l'extrême droite, qui passent leur temps à véhiculer de la haine parfois et à donner le sentiment que le problème de la France, ce sont des immigrés, je voudrais que toi, le diasporaphile, toi, le philosophe de la diaspora, tu nous dises quels sont les problèmes donc, de la diaspora. Est-ce que la diaspora est réellement le problème de la France? Tout à fait. Tout à fait quoi? Non, tout à fait, on va recadrer le sujet. On va recadrer le sujet. Parce que lorsqu'on parle de diaspora, on mélange souvent beaucoup de choses. Okay. Donc c'est pourquoi j'ai parlé d'immigrés qui viennent de leur pays d'origine, ceux qui sont nés ici. Donc est-ce que dans la diaspora, tu intègres par exemple des Français de couleur noire qui sont nés ici en France? C'est une question que tu me poses à moi? Oui, parce que c'est fondamental. Oui. C'est-à-dire, parce que quand on parle des problématiques d'immigrés, on se demande, est-ce que ces problèmes-là, ils sont venus avec, ou alors c'est la société française qui a ces problèmes-là, ou la société allemande, belge, et ainsi de suite. Il faut différencier cela. Alors moi, je vais te parler des problématiques de ceux, donc les immigrés, donc ceux qui ne sont pas nés en France, mais qui sont venus en France. Voilà, ces personnes-là, en fait, il y a un profil type de l'immigré. Donc, c'est généralement des jeunes gens qui arrivent avec pour objectif d'améliorer leurs conditions de vie. Donc, en quête financière, ça, il faut clairement se le dire. Quand on vient en France ou en Beng, quand on est Mikili, quand on prend des risques pour arriver en Europe, ce n'est pas pour jouer, c'est pour gagner de l'argent. Donc, il y a vraiment cet attrait-là. Et une fois on arrive ici, malheureusement, le système est tellement bien organisé que des fois, quand on arrive ici, on tombe dans des cases. Donc, il y a un système social qui fait que quand vous arrivez, vous pouvez tout de suite bénéficier à certaines choses. Et ça, malheureusement, ça nous met dans des problèmes. Dans le sens où, concrètement, quand un immigré arrive, il peut, par sa situation économique qui est très faible au départ,
bénéficier des avantages sociaux. Donc en France, par exemple, on peut avoir un logement en HLM, on peut avoir des pensions de la CAF, on peut avoir des tickets pour payer ses transports, ainsi de suite. On peut avoir la CMU. On peut avoir la CMU pour la santé. Donc il y a plusieurs aspects de la vie qui sont déjà assurés par les minima sociaux. Le piège dans ça, c'est que beaucoup de frères et sœurs, quand ils arrivent ici, ils sont focus sur ces minima-là. Ils n'essayent plus de voir plus loin. Donc, tu vas entendre beaucoup d'Africains dire, voilà, je veux juste mon petit travail, je ne cherche pas trop, j'ai déjà mon 2 pièces en HLM, je n'ai pas cherché plus. Quelle que soit l'évolution de sa famille, il va tout faire pour rester dans son petit truc qu'il a eu au départ. Ça, c'est un problème. L'évolution sociale. Nous évoluons très lentement et très peu socialement. Et ça, c'est dû, d'après toi, au mindset. C'est-à-dire, on est venu pour profiter finalement. En fait, non, les gens viennent pour s'en sortir économiquement, oui, mais ils tombent dans le piège des aides. Des aides, tout à fait. Okay. Tout à fait. Parce que déjà, il faut se dire que les aides, c'est un peu surprenant. Hein. Quand on arrive ici, on découvre qu'en fait, on peut avoir certaines aides et finalement, ces aides-là deviennent des boulets. Parce que tu parlais d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, par exemple, il a des propositions sur lesquelles nous avons déjà tablé au sein du diasporaphilisme. Nous sommes convaincus que si lorsqu'un Africain arrive ici, en Europe, en Occident de façon générale, et qu'on lui dise que, voilà, tu as droit à un HLM, tu as droit à un logement social, mais tu ne dois pas dépasser 5 ans. Oh, 5 ans, c'est beaucoup. Nous sommes convaincus qu'au bout de 5 ans, l'Africain sera propriétaire. Il aura son logement. Mais comme le système fait qu'il y a possibilité... Ah, ok, d'accord. Ok, je comprends ce que tu veux dire maintenant. Oui. Quand il arrive, on lui dit, tu peux habiter le HLM, mais tu y as accès pendant 5 ans maximum. Maximum. Au bout de 5 ans, si tu n'as pas de situation, tu te retrouves dans la rue. Ok. Tu crois qu'on verra dans les rues plein d'Africains? Non. Chacun se battra pour qu'au bout de 5 ans, il aille chez lui. Mais comme le système, voilà, si tu peux justifier autant d'années que tu veux, donc on va retrouver des personnes qui sont arrivées ici dans les années 70, qui sont toujours en HLM, en 2021, qui sont toujours dans les logements dans lesquels ils sont arrivés, ou dans le même quartier, ils ont juste changé de bâtiment, ils sont toujours dans les mêmes situations. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup comme ça. Tu vois, donc ça, c'est une des problématiques. Donc, je dis ça parce que je connais quelqu'un dont je tairai le nom, bien évidemment, oui, qui vit dans un HLM aujourd'hui, dans lequel vivaient auparavant ses parents. C'est-à-dire, ouais, c'est pour dire ce que tu dis, c'est-à-dire les parents sont partis, oui, mais le HLM est devenu une sorte d'héritage familial. Les enfants ont récupéré le HLM et aujourd'hui continuent de vivre dedans. Et pourtant, les enfants sont dans bientôt 40 ans. Hein. Mais c'est... Voilà. Oui, donc malheureusement, il y a un petit mélange de genres. On pense que le HLM nous appartient et ça peut même se léguer, comme tu dis, mais c'est faux. Pourtant, même en HLM, le tout petit loyer qu'on paye, c'est de l'argent perdu. J'ai déjà fait plusieurs vidéos pour expliquer que la location, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Certainement, quand on regarde les vidéos des grands entrepreneurs, on va dire, voilà, il faut être en location pour pouvoir acheter. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pour une personne qui a une stratégie d'investissement. Ce n'est pas pour l'afro qui arrive et qui n'a qu'une idée en tête, c'est avoir chez lui pour dormir. Quand on est immigré, on doit absolument acheter sa maison. On n'est pas du tout dans une politique d'achat immobilier, de multiplication de biens immobiliers. Et ça embraye en fait sur nos conditions de travail ici. Nous sommes majoritairement salariés. D'où ce mindset de se dire, en fait, je veux juste mon petit boulot, boulot métro dodo, je dérange personne, je rentre, je dors chez moi. Donc nous sommes 60% salariés, seulement 7% d'entrepreneurs. Donc, quand on regarde un petit peu la répartition de comment est la vie active des immigrés en France. Donc, c'est 60% de salariés. Et on a 24% d'inactifs, donc qui sont soit à la retraite ou au chômage. Et on a seulement 7% d'entrepreneurs. Donc, ça veut dire que majoritairement, nous sommes dans le salariat. Et quand nous sommes dans le salariat, nous avons la pensée, la logique des salariés. Donc, on investit très peu. Donc,
on ne va pas me dire aujourd'hui que l'immigré africain est en location parce qu'il a une stratégie derrière. Non, c'est de la perte d'argent. C'est pourquoi je promeus et nous insistons que les immigrés doivent acheter leur maison. Ils doivent le faire. Et en termes d'entrepreneuriat, je félicite ta chaîne. Quand j'ai découvert ta chaîne, pour moi, c'était salutaire. Je me suis dit, je n'imaginais pas qu'un black pouvait parler de business sur YouTube. Parce que c'est ce qu'il faut. C'est la voie royale pour s'en sortir dans une société. Aujourd'hui, nous subissons dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que nous avons très peu de personnes qui sont fortes financièrement, qui sont fortes en poids dans la société. Aujourd'hui, si on veut influencer les sociétés où nous sommes, il nous faut des finances. Dans la société, on respecte ceux qui ont les finances. On peut avoir des intellectuels, on peut avoir des personnes qui portent de bonnes idées, de belles idées, mais si des réels ne sont pas financés, c'est peanuts. Personne n'écoute. Ça reste des idées. Ça reste que des idées. Donc, on a besoin des personnes dans la communauté afro qui pèsent lourd. Et quand je dis ça, c'est il nous faut en masse. Parce que tout de suite, je vois des personnes qui vont dire « Oui, mais moi, je connais tel qui est riche, moi, je connais tel… » Bien sûr, ça, ce ne sont que des individualités. Mais on n'a pas, on n'a pas de super riches. On n'a pas une communauté d'afro où on se dirait « Là, c'est vraiment un club qui pèse, qui est reconnu par les autorités de quel que soit le pays. » Ou quand il arrive quelque chose dans la communauté, ou quand on veut mettre en place, ou quand on veut prendre des décisions pour la communauté, on les consulte préalablement. Nous, on a toujours l'impression, et c'est la vérité, qu'on subit. En fait, quand on dit oui, il faut faire ça, il faut interdire ça pour les Noirs, il faut faire ça pour les Noirs, on subit toujours en fait. Nous ne sommes pas consultés en ce qui nous concerne. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les moyens. C'est un petit peu ça, Philippe. Tu as commencé par dire qu'on a deux catégories. On a ceux qui viennent d'Afrique et ceux qui sont nés ici. Oui. Dans ton développement, tu as commencé par parler de la problématique que rencontre, parce que du coup, tu as soulevé une question très intéressante. Les problèmes que l'on prête aux Noirs en France, est-ce que ce sont des problèmes que les Noirs ramènent avec eux d'Afrique, ou alors ce sont des problèmes qui finalement sont inhérents à la société française et qu'ils développent en étant sur le continent, parce que c'est une question très importante et l'analyse mérite d'être faite. Là, tu commences par parler du mindset avec lequel les gens qui viennent d'Afrique arrivent en Europe, se trouvent dans une situation de facilité. Ok, mais ceux qui naissent ici, grandissent ici, c'est pas pareil. J'ai envie de dire, ils ne connaissent pas les mêmes galères. Et pourtant, on va voir que dans les banlieues, aujourd'hui, c'est beaucoup d'Africains. Enfin, beaucoup de descendants d'Africains. Oui. Que beaucoup de troubles, beaucoup de cités très difficiles, malheureusement, sont des cités peuplées en grande partie d'étrangers et d'étrangers venant d'Afrique. Est-ce qu'il y a là un lien de cause? Est-ce qu'il y a une causalité entre le fait que ce soit dans ces cités-là, parce que ce sont des descendants africains, qu'on a ce genre de problématique, ou alors c'est juste quelque chose qui finalement est propre à la France et on le retrouve ailleurs dans d'autres communautés immigrés aussi présentes en France? Est-ce que les Noirs sont un problème? Les Noirs ne sont pas du tout un problème. Au contraire. Tu as le droit de dire oui si tu penses. Non, les Noirs ne sont pas du tout un problème. Les Noirs ne sont pas du tout un problème. Il ne faut pas que tu changes ton discours. Tu es très critique envers la diaspora. Ah oui. Donc aujourd'hui, ne dilue pas ton vin, dis ce que tu penses. Et je vais tout à fait dire ce que je pense, Philippe. C'est pour ça que je suis là, sinon je ne me serais pas déplacé. Donc deux choses une. Il y a clairement en France une erreur stratégique qui a été faite lorsque la France avait besoin de main-d'œuvre. C'était de caser les immigrés dans les banlieues proches. Donc la main-d'œuvre, on avait des villes ouvrières en fait, où voilà, c'était destiné à ceux qui venaient du Maghreb, de l'Afrique noire, ainsi de suite. Mais le temps passant, on ne peut pas se limiter à cela. Aujourd'hui, on a quand même des nouvelles générations. Et tu parlais d'une connaissance que tu as qui a décidé de remplacer ses parents dans le HLM. Donc, qui a décidé de rester dans cette cité-là, à cette position-là. Lorsque moi, je suis arrivé en France, j'étais en HLM. Pareil, je suis arrivé dans une grande cité en région parisienne où il était difficile, compliqué de voir un Européen.
Mais à un moment donné, il faut se remettre en question. Se demander, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, au final, aujourd'hui, nous sommes empêchés de sortir de cette situation-là, de ces conditions de vie? Je ne pense pas. C'est là où ça devient problématique. Le problème vient du fait que, une fois les parents arrivés, ont subi des galères, étaient, je dirais, par défaut, obligés d'avoir ces conditions de vie-là, mais la nouvelle génération a le choix. La nouvelle génération aujourd'hui... Est-ce le choix que ça, puisque je veux dire, chacun d'entre nous est le fruit de son environnement. On va en parler. Mais quand un enfant, oui, de parents issus de l'immigration, grandit dans ces tours dont on parlait tout à l'heure, ces grands HLM, avec beaucoup d'étages, le parquet là-dedans, et qu'au bas de son immeuble, on vend de la drogue. Quelle chance a cet enfant par rapport à un enfant qui naît dans un autre quartier, même une autre banlieue, dans laquelle il n'est pas du tout soumis à ce stress-là, ni à cette pression-là, qui va faire du sport, qui va faire, je ne sais pas moi, quelles activités, dont les parents travaillent, et dont les parents financent ces activités, mais aussi qui a la possibilité, par exemple, d'aller, parce que ça, je vais te poser la question, pourquoi est-ce que les Noirs ne sont pas dans les élites en France et en Europe? Où sont les Noirs qui sont leaders de partis politiques? Où sont les Noirs qui sont à l'Assemblée nationale? Alors tu me diras, cette année, il y a eu beaucoup plus de Noirs avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, mais fondamentalement... Pas plus que 27. Oui, 27 Noirs à l'Assemblée nationale sur 577 Avant, il n'y en avait pas déjà 27. Donc, on va te dire, si avant il était 5, 27 c'est x 5 déjà. mais on va en parler. Oui. Parce que fondamentalement, ça se ressent. D'où vient-il que les Noirs soient si peu présents là où les décisions se prennent? Parce qu'au fond, c'est ça. Oui. Il faut que des Noirs soient là où les décisions se prennent. Excuse-moi de le dire, mais c'est le cas pour les Juifs. Oui. Les Juifs sont là où les décisions se prennent. Ils sont peu nombreux, mais décident de quasiment tout. Tout à fait. Parce qu'ils sont là où il faut. Dans les banques, dans la finance, dans les industries. Ils sont là où ça se décide. Donc, pourquoi les Noirs... J'attends ton analyse. Hein. Oui. Pourquoi les Noirs... Pourquoi les Noirs sont absents? Voilà. Est-ce qu'on est discriminé? Est-ce que c'est parce que la France est raciste? Voilà. C'est par défaut, oui, on dirait que la France est raciste. Les Blancs ne nous aiment pas. Voilà, on est toujours... quand on envoie un CV, on est discriminé. Ça, c'est le discours que j'entends très souvent. Mais c'est pas vrai. Simplement, il faut se dire qu'il y a très peu de Noirs qui postulent déjà. Il y a très peu de Noirs qui sont en capacité de répondre aux différentes exigences qui sont demandées. L'éducation. Tu dis il y a très peu. Oui. Et le peu dont qui a la capacité. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de discrimination au travail, de discrimination pour avoir un poste. Je suis là depuis 5 ans, un petit qui vient d'arriver prend le poste à ma place. Ça je répondrai à cette question. Okay. Allons-y déjà sur le fait que le jeune qui naît dans sa tour, comparé à l'éducation qu'il peut avoir par rapport à un jeune qui naît dans des bonnes conditions ailleurs. Non, c'est pas pareil. Clairement, un jeune immigré qui naît dans une tour... Il n'y a pas d'égalité des chances, comme ça, contrairement à ce que certains disent. Non, il n'y a pas du tout d'égalité de chances. Il n'y a pas d'égalité de chances, mais ces chances-là doivent être créées et dynamisées par les parents. Et c'est là où je tape souvent beaucoup en fait sur la communauté afro. Dans le sens où... Quels sont les parents qui sont venus d'Afrique pour accepter de prendre des jobs en Europe? Ce n'étaient pas forcément les plus diplômés. Non. C'était pas toujours... C'est pour dire que ces gens-là, excuse-moi de dire ça comme ça, mais... Quand tu as été ingénieur dans la vie, tu n'imagines pas que ton enfant n'aille pas loin à l'école. Tout à fait. C'est ton univers, c'est ton environnement. Voilà, mon père aime bien dire ça, c'est-à-dire tous les enfants de mon père, le plus petit diplôme chez nous, c'est un bac plus 5. C'est-à-dire, parce que dans son esprit, voilà, c'est dans ses enfants doivent aller. Mais quand quelqu'un n'a pas fait d'études, je le vois dans d'autres familles, chez les oncles, chez les tantes, ainsi de suite, il n'y a pas ce souci de l'excellence académique chez les enfants. Donc, si les gens que la France est venue prendre au pays, c'était des gens qui étaient une main ouvrière, comme toi-même tu l'as dit. Oui. Il y a quelques exceptions, bien sûr, mais ce n'était pas forcément toujours des gens qui avaient fait beaucoup d'études. Oui. Et donc, qui, dans leur système de valeurs, ne valorisaient pas toujours beaucoup les études. Attention, il y en a qui le faisaient. Il y a des parents qui disaient justement, moi, je ne suis pas allé loin à l'école, mais il faut que mes enfants aillent loin à l'école. Il y a des parents qui tiennent ce discours. Tout à fait. Mais d'autres pour qui, ce n'est pas forcément le truc le plus important. Donc, tu ne peux pas dire qu'un enfant qui naît dans une famille dans laquelle les parents était pour l'un vigile, pour l'autre faisait du ménage,
il va grandir dans un environnement dans lequel on va lui faire lire, je sais pas moi, les Cheikh Anta Diop ou Oui. qui tu veux. Ben justement, c'est ça que je voudrais casser dans la communauté. Philippe, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on lit sur une fiche d'inscription que ça ne va coûter que 800 € l'année que nous devons penser que c'est si facile d'accès. Non, il y a des concours, il y a des sélections par dossier. Combien de nos jeunes sont majeurs de leur promo avant d'aller postuler dans les grandes écoles? On croit que parce que on est noir, on a subi une discrimination par rapport à notre dossier. Est-ce que tu étais majeur de ta promo? Est-ce que tu avais tous les résultats, les caractéristiques qui étaient demandées? Donc ça, le parent, en fait, moi, je parle beaucoup plus aux parents qui doivent préparer, en fait, l'éducation de leurs enfants en allant regarder quelles sont les attentes. Si je veux que mon enfant soit avocat, quelle est la meilleure école? Quelle est la meilleure institution? Quelles sont les caractéristiques qui sont demandées aux enfants qui intègrent ces écoles-là? Et à ce moment-là, je mets tout en place pour que mon enfant soit qualifié pour y intégrer. Ce n'est pas en arrivant avec des prières ou en espérant ou en disant que cette fois-ci, on espère que ça va passer. Non, il faut arriver confiant en ayant coché toutes les cases pour que lorsqu'on voit le dossier, on confirme que oui. J'ai vu des parents faire des sacrifices quand même énormes pour leurs enfants. Et c'est vrai que ce que tu dis mérite peut-être d'être davantage entendu. Je connais des parents qui se sont battus pour aller habiter dans certains arrondissements parisiens, quitte à avoir une petite chambre. Oui. Parce qu'ils savaient que dans cet arrondissement, il y a le meilleur lycée de France. Tout à fait. Ils habitent à côté, leurs enfants, naturellement, peuvent postuler à cette école. La bonne adresse. Oui, je me suis dit, waouh. Et au final, tu dis qu'ils ont raison. Absolument, absolument, absolument. Après, on a des difficultés. Très peu vont faire ça. Pourquoi? Parce que malheureusement... C'est pas la culture aussi. Voilà, c'est pas la culture. Quand on arrive ici, nos priorités, elles sont ailleurs. Il faut se le dire. On investit très peu sur nos enfants. Et malheureusement, ça amène nos enfants dans des frustrations. Ça amène nos enfants dans des comportements, des fois, dans lesquels eux-mêmes, ils n'auraient pas pensé arriver. Quand aujourd'hui, on voit le résultat qui est les banlieues, et que quand on va dans les zones difficiles, les quartiers dits difficiles, malheureusement, là-bas, la coloration, elle est plus intense. Je ne pense pas que ces jeunes-là, ils souhaitaient être là où ils sont. C'est que, malheureusement, quand on regarde le comportement type de l'immigré, c'est que ça va être un bosseur ou une bosseuse. Elle va avoir 2-3 boulots, donc elle va gagner de l'argent, mais elle va tout faire pour rester dans son HLM. Et cet argent-là, ça va servir à aider la famille, à faire plein d'autres choses, sauf les enfants. On va lui reprocher ça, maintenant, de soutenir la famille. Là, il faut mesurer. Tu préfères aider un oncle qui est au village ou tes enfants? Parce que c'est de ça dont il est question. Tu préfères... Un oncle au village. Tu financer... dis, l'oncle, il est au village. Ton enfant, il est là, il est en face de toi. Il est en face de toi et il voit tes réalités. Il y a une enquête qui est sortie, Philippe. Je crois que c'est une enquête de 2019 où on demandait aux descendants d'enfants africains s'ils étaient prêts à aller vivre dans le pays d'origine de leurs parents. Et là, on a des chiffres selon où viennent les parents. Hein. Quand on est dans le Maghreb, on a 8% d'enfants qui disent que oui, ils peuvent aller, ils se projettent dans une vie dans le pays d'origine de leurs parents. Pour le Cameroun, est-ce que tu sais combien d'enfants se projettent? Le pourcentage d'enfants, il est de 1,7%. 50%? Non, de 1,7%. Quand on demande aux enfants, est-ce que vous voulez aller vivre d'où viennent vos parents? C'est 1,7%. Donc, ça veut dire que les enfants ont une image tellement négative d'où viennent les parents. Et je ne pense pas que ce soit à la télé qu'ils ont vu ça. Non, ils voient comment leurs parents agissent tous les jours. Ils voient les relations que les parents ont avec le pays. Et ils se disent, moi, si vous me voyez là-bas un jour, c'est que ce n'est pas moi. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, on donne une mauvaise image
Ben justement En envoyant tout le temps l'argent, de ce que en c'est se que la plaignant, famille. Oh, il me demande encore de l'argent. Ils me demandent encore de l'argent. Je leur ai envoyé l'argent pour faire un projet. Ils ne le font pas. Ils m'ont dit qu'ils ont monté les parpaings. Ils n'ont pas fait. L'enfant entend toujours des plaintes, des plaintes, des plaintes par rapport à ça. Donc, du coup, il classifie un petit peu tous ceux qui sont là-bas. Et pour lui, c'est une affaire classée. Il n'ira jamais là-bas. Donc, il y a des chiffres. Vous pourrez regarder. Tu pourras regarder. Ou pour ceux qui nous écoutent, regardez cette enquête-là. Vous regardez, vous demandez. C'est une enquête qui faite par qui? C'est une institution sérieuse. Okay. Je crois que c'est Miam qui fait souvent des enquêtes comme ça. Des enquêtes de ce type sur les émigrés. 1,7% en ce qui concerne le Cameroun. Donc, je vais rembrayer un petit peu dessus pour aller sur les solutions et ce pourquoi vraiment je suis là, Philippe. Du coup, 1,7%. C'est très alarmant ce que tu dis quand même, parce que là, les choses ne vont pas dans le sens de l'amélioration. Même notre nouvelle génération, est-ce qu'on est conscient de ces enjeux? Parce que quelqu'un m'a dit un jour, on a eu cette question il y a peut-être 10 ans, hein, un pote à moi qui est maintenant aux États-Unis, peut-être qu'il va se reconnaître d'ailleurs quand je vais dire ça maintenant. Il disait que lui, il pense que le meilleur moyen pour les Africains d'impacter l'Afrique, c'est de faire qu'un noir devienne soit président, soit premier ministre, mais un poste très important en France. Parce qu'il pense que, enfin, un noir qui a le cœur pour l'Afrique. Hein. Oui. Parce qu'on peut être noir. Il disait le jour qu'un noir comme ça arrive au pouvoir, il va avoir beaucoup plus d'impact que 10 000 personnes de la diaspora qui rentrent en Afrique. Parce qu'en une seule décision en France, il fait changer complètement beaucoup de choses en Afrique. On a beaucoup rigolé de ça, mais l'idée, il était là. Oui. De dire que le jour que les Noirs, qui ont un cœur pour l'Afrique et la France, parce qu'on peut bien évidemment, il n'est pas question d'opposer les deux, mais le jour que les Africains vont pouvoir intégrer certaines sphères de décision, ils ne pourront plus voter certaines lois. Tout à fait. Ils ne pourront plus laisser un certain discours prospérer. Ils ne pourront plus laisser certains accords se faire. Ils ne pourront plus laisser impunément certaines choses se faire parce qu'ils vont se sentir eux-mêmes d'ici, mais aussi de là-bas. Oui. Et donc pour lui, la solution, c'était de dire, il faut que notre génération, nos enfants, aient suffisamment d'outils pour intégrer ces endroits-là de manière légitime. Je pense que c'est un peu ton discours aussi, quelque part. Tout à fait. Et je vais te faire une révélation, Philippe, c'est que je ne vais pas mourir sans voir le premier président noir de France. Donc, pourquoi? Parce que je travaille à cela. Je travaille à ce que, avant que je ne meure, je vois le premier président noir de France et qui a un cœur pour l'Afrique. Effectivement, les Africains vont se développer. Il y a un développement intrinsèque à l'Afrique qui ne peut être porté que par les Africains. Mais on voit bien, on est conscient de cela, que les forces externes qui minent l'Afrique sont aussi fortes que les forces internes. Donc ça veut dire qu'il faut un relâchement, il faut un secours pour l'Afrique venant de l'extérieur. Et je pense que la diaspora a un rôle à jouer dans ce sens-là. Et c'est pourquoi mon cœur bat. Quand j'ai compris qu'il était possible, dans la société où nous nous trouvons, de faire quelque chose, donc de gravir jusqu'à ce niveau-là, je me suis dit que c'est possible. C'est possible de le faire. Je respecte beaucoup le travail de ceux qui militent au quotidien en Afrique et je pense que nous pouvons militer aussi de ce côté pour un relâchement, pour une libération de l'Afrique depuis l'Occident. Et donc, quand on aura un président noir, je partage tout à fait à 200-300% l'idée de cet ami-là, de se dire que quand on aura un président noir qui a un cœur pour l'Afrique, forcément les choses vont bouger et de façon accélérée. Je vois déjà ceux qui vont me dire, oui, pour les États-Unis, on a eu Barack Obama, Mais il faut se dire que la relation de l'Afrique avec les États-Unis n'est pas pareille. Les États-Unis et l'Afrique, ce n'est pas pareil. Ils n'ont pas la même mainmise. Donc, Barack Obama ne pouvait pas tellement prendre d'initiatives ou de décisions qui influerait à grande échelle le devenir de l'Afrique. Mais Barack Obama a fait des grandes choses pour son peuple noir. Et nous avons des revendications, Philippe, pour le peuple noir de France. Donc même à ce niveau-là, il y a déjà du travail qui peut être accéléré par un président noir. Petite question avant d'arriver à ça. Qu'est-ce que Barack Obama a fait pour les Noirs aux États-Unis? Il y a des gens qui disent qu'il n'a rien fait. Si on dit cela, c'est qu'on est vraiment peut-être ignorant à l'Obamacare. Bien sûr, l'Obamacare, c'est quelque chose qui a été salutaire. En fait, on le dit, mais il faut le vivre pour savoir ce que c'est.
Aux États-Unis, intérieurement, dans les films, on a souvent montré cette idée de se dire qu'aux États-Unis, si tu n'as pas d'argent, tu meurs. Mais ce n'est plus le cas. Les États-Unis, aujourd'hui, ont un système social. Un système social qui veut que lorsque tu arrives dans un hôpital, avant, on ne te demande plus ta carte d'assurance ou tes moyens financiers avant de te soigner, mais on te soigne d'abord. On te soigne d'abord et après, les soins peuvent être réglés, que ce soit en dette ou comme tu veux. L'essentiel est que tu sois soigné. Il faut se dire qu'aux États-Unis, c'était comme dans la plupart de nos pays, en Afrique. Quand tu arrives, même si tu viens d'un accident mortel, on te demande d'abord qui est-ce qui va régler la note. Donc pendant qu'on discute là, qui est-ce qui va payer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va payer? Tu peux mourir. Donc ça, ce sont des réalités. Donc aujourd'hui, moi j'ai par exemple mon grand frère qui avait fait un accident au Cameroun. Le gars, il est arrivé à l'hôpital. Le temps qu'on lui trouve un lit, il y a eu du sang qui commençait à couler. Il avait une hémorragie à l'intérieur. Donc heureusement qu'on a dit qu'il venait de l'autre côté. Là, les infirmières ont compris que même s'il n'a pas l'argent sur lui, l'argent va finir par sortir. Donc, ils l'ont tout de suite pris en charge en se disant que maintenant, on peut jouer alors que c'est beaucoup d'argent qui arrive là. Et elles ont donc tout mis en place pour qu'il soit sauvé. Et effectivement, ils ont eu l'argent et toute la reconnaissance qui vont avec. Mais ça aurait été quelqu'un qui arrivait comme ça. Non, on aurait dit il faut qu'on ait une preuve que ça va être. Et c'est des réalités. Aux États-Unis, aujourd'hui, quelles sont les populations qui étaient en difficulté, qui ne pouvaient pas se faire soigner? Malheureusement, c'est les personnes colorées. Donc, l'Obamacare, pour moi, c'est un changement, en fait, radical de la vision sociale des États-Unis. Et c'est pourquoi tu vas remarquer les républicains combattent beaucoup cette mesure. Mais, comme c'est un droit social acquis, c'est très difficile de pouvoir la lever. Donc voilà quelque chose de concret que Barack Obama a fait pour son pays en tant que noir. Et donc si un noir arrivait au pouvoir en France et qui a un cœur pour les noirs, parce que moi je ne veux pas les noirs extérieurs et blancs à l'intérieur, il y a des mesures qui pourraient être mises en place déjà pour y faire évoluer les noirs de France. Concrètement, on parle beaucoup de politique de quotas, mais ce sont des quotas pin-ups. On est dans une société où le racisme est vécu et libéré, je dirais. Mais pour que les Noirs avancent, pour que les personnes qui sont discriminées aujourd'hui puissent avancer de façon considérable, il faut absolument qu'on impose les quotas là où ça doit être imposé. Philippe, aujourd'hui, dans les 40 entreprises du CAC 40, on a 0 black qui est DG et on a 0 directeur adjoint black dans les 40 entreprises du CAC 40. Aux États-Unis, parmi les 500 plus grosses entreprises, on a uniquement 5 blacks qui sont DG. Ça, ce sont des chiffres factuels. Donc, comment faire aujourd'hui pour que les blacks avancent plus facilement? Donc, il faut imposer aux entreprises, un petit peu comme pour le handicap, que voilà, dans vos comités de direction, il faut qu'il y ait de la diversité. Il y a plusieurs grands groupes qui promeuvent la diversité aujourd'hui, mais comme il n'y a pas d'obligation, c'est que des discours en fait d'image. Donc tu verras qu'il y a beaucoup de grands groupes qui parlent de diversité. Oui, chez nous, il y a la diversité, même dans les partis politiques. Voilà, la diversité. On te prend un black, on met derrière le porte-parole ou derrière le candidat, un bon black là, mais en fait, c'est un dernier larbin dans le parti. Il est très loin derrière. Donc, il faut des quotas dans tous les domaines où cela est nécessaire pour que la représentativité des Noirs puisse évoluer. Et ça, un président qui a un cœur pour les Noirs cognerait de la table et dit que je veux que dans toute entité, on ait 20% par exemple. Donc, quand il y a le comité d'Orange ou de Air France, qu'on ait 20% de blacks positionnés à table. Hommes comme femmes, bien sûr. Hommes comme femmes. Et là, à ce moment-là, on verra que les nominations, parce qu'il y a des personnes qualifiées. Et donc ça peut être une mesure. Et aujourd'hui, en France, par exemple, pour les immigrés,
je crois depuis la présidence de Chirac, on en parle, de donner un droit aux immigrés de contribuer à la vie locale. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas français, vous pouvez assister à les réunions de la commune. Donc là, quand je parle de vie locale, c'est vraiment les décisions au niveau de la mairie, de la commune, donc vraiment du quotidien. Les immigrés n'ont pas encore le droit de voter dans les mairies. Je crois que ça avait été, avec Hollande, c'était passé, non? Bah justement, c'était une fausse promesse. Ah, ok. C'était une fausse promesse, une promesse qui n'a pas été tenue. Et c'est une promesse que même le président actuel Emmanuel Macron avait inscrit. Mais comme nous ne revendiquons pas, comme nous n'avons pas de structure pour dire, attendez, vous nous avez promis ça, on ne voit pas accompli, ça ne se fait pas. Donc, nous avons un problème d'organisation pour pouvoir revendiquer nos droits en France. Tu vois, Philippe? Et c'est pourquoi moi je milite dans ce sens-là, de dire qu'aujourd'hui, il y a une solution. Donc, nous, on l'a nommé le diasporaphilisme. Donc, la diaspora qui se veut forte, riche et puissante financièrement. La diaspora qui ose assumer qu'elle est là pour prendre sa place. Quand on arrive ici, on pense beaucoup au retour. Pareil, quand je suis arrivé ici il y a plusieurs années maintenant, je pensais que je vais finir mes études, je vais faire mon premier job. Dès que j'ai quelques années d'expérience, je rentre chez moi. Mais les conditions sont tellement corsées dans nos pays d'origine que finalement, on reste ici bien plus longtemps. Avant la crise de 1994, le séjour des immigrés venant d'Afrique était de 11 ans en moyenne. Donc, quand un immigré arrivait avant la crise de 1914 en Occident, il durait en moyenne entre 9 et 11 ans, il retournait chez eux. Pourquoi? Parce que voilà, il venait pour avoir une première expérience, retourner, aider à développer son pays ou le continent. Aujourd'hui, figure-toi Philippe, la moyenne de séjour des immigrés africains en Occident a doublé. Elle est passée de 19 à 22 ans. De 11 à 22 ans. Oui, de 11, donc c'est toujours c'est des moyennes... des amplitudes. Voilà, des amplitudes. Donc c'était de 9 à 11 et maintenant on est de 19 à 22. Donc, pour toi, le jeune immigré qui arrive, dis-toi que tu vas rester en Occident entre 19 et 22 ans. Donc, est-ce qu'on va passer 19, 22 ans à simplement être des observateurs de la vie dans laquelle nous sommes? Non, il faut être acteur. Il faut être acteur. Acteur à son travail, acteur dans sa commune, acteur à tous les niveaux. Et donc ça passe par des engagements, ça passe par du militantisme, ça passe par de l'engagement social. Et c'est pourquoi nous voulons monter en fait une structure qui milite pour tous ces droits-là, qui organise la diaspora et la structure, parce que c'est vraiment notre manque aujourd'hui. Donc je disais, quand on arrive ici, on a toujours cette mentalité de dire, voilà, je viens juste prendre ma part, je viens juste être dans mon petit truc. Non, il faut oser voir grand. Il faut oser croire que si nous sommes ici, ce n'est pas par hasard. Il y a des choses à faire, on peut gagner du terrain, on peut avoir des possessions, on peut s'agrandir, on peut se multiplier. Et donc, le diasporaphilisme, c'est ça. Et donc là, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Tu as créé une association, tu veux créer une association. Quel est ton appel aujourd'hui? Oui, l'appel, c'est de dire à la diaspora que l'urgence est là pour monter une structure. Oui, ce serait une association loi 1901, donc à but non lucratif, pour en fait cadrer les réflexions qui sont déjà portées aujourd'hui par un petit comité. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, pour que nos propositions prennent plus d'ampleur, plus d'écho auprès des députés de l'Assemblée nationale et des ministres et des députés, tout ça, il faudrait que nous soyons structurés, que par des études qui ont été réalisées par d'autres ou par nous-mêmes, nous puissions avoir des bilans avec des propositions pour pouvoir dire, voilà, les immigrés en France ont besoin, par exemple, d'un minima bancaire. Donc, tout à l'heure, on a parlé
du minima sanitaire. Donc, quand on arrive en France, on peut avoir l'AME pour sa santé. On a les minima sociaux, donc les logements. Quand on veut demander de l'asile, on a déjà des centres pour accueillir des personnes. On a l'alimentaire pour nourrir les personnes. Personne ne meurt de faim en France, quel que soit son statut. Donc, il y a des minima comme ça qui permettent de garantir à l'immigré, lorsqu'il arrive, de pouvoir s'en sortir. Mais il y a un univers qui lui est fermé, c'est l'univers bancaire. Et ça, c'est handicapant. Je m'explique. Lorsque vous arrivez, par exemple, en France et que votre situation est en étude, admettons, vous êtes en étude de régularisation ou en étude de titre de séjour, ainsi de suite, vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire. Et ça, c'est handicapant parce que ces études-là, ces études de situation peuvent durer longtemps. Et dans certains cadres d'études de situation de personnes en voie de régularisation, ces personnes-là peuvent avoir des subventions. Quand on est en demande d'asile, on peut avoir un peu d'argent pour déjà subvenir à ses premiers besoins. Et on sait que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de papier qu'on ne peut pas travailler. Donc des personnes travaillent, des personnes commencent à s'insérer socialement, mais n'ont pas accès à la banque. Donc une des mesures que nous proposons, c'est un minima bancaire, avoir un compte bancaire, une carte bancaire, sans découvert, sans toucher à l'argent de la banque ou de quoi que ce soit, uniquement l'argent qu'on peut mettre dessus, un petit peu comme le compte nickel pour les refoulés bancaires, mais cette fois-ci, pour toute personne, papier ou sans papier, on a accès à ce minima bancaire qui permet en fait de récupérer son argent quand on travaille ou quand on a des petits revenus, quand on se fait aider par la famille, de pouvoir déposer son argent en banque et de pouvoir comme ça justifier de ses dépenses. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez en préfecture, on vous demande par exemple comment vous vivez. Si vous avez tout payé en espèces, si vous n'avez vécu qu'en espèces, c'est très compliqué de pouvoir le justifier ça. Donc c'est un petit peu une épée qui est mise sur la tête de l'immigré de pouvoir justifier alors qu'on lui a fermé le système bancaire. Donc ça, c'est une revendication, c'est quelque chose que nous portons pour dire que voilà, c'est nécessaire, c'est utile, c'est important. Et ça, il n'y a que les immigrés qui ont vécu cela, qui savent cela, qui peuvent le revendiquer et exiger que nos sujets viennent sur la table. Donc voilà une des mesures qu'on peut porter dans ce cadre-là. Très intéressant. On arrive au terme de cette très belle interview. Oui. Ceux qui veulent en savoir un peu plus, qui seraient intéressés pour intégrer l'association, qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement, là maintenant? Oui, concrètement, il faudrait entrer en contact avec nous, Diaspora Décomplexée. On a un site internet qui est diasporadécomplexée.com sur lequel il y a un feuillet de contact. Et vous pouvez nous contacter aussi via la chaîne YouTube ou via Facebook. Donc, c'est toujours Diaspora Décomplexée. Donc, vous n'avez pas un mail? Le mail aussi. Donc, c'est diasporadécomplexée@gmail.com. Okay. Pour entrer en contact avec nous. Et suivant les compétences, suivant l'accès des personnes, nous pourrons voir comment travailler ensemble. Ceci dit, l'urgence du diasporaphilisme est là. Nous n'avons plus le choix, Philippe. Nous devons nous battre pour nous, pour nos enfants et pour les générations à venir. Peut-être pour terminer, je dirais ceci, c'est que nous, Africains, nous sommes laxistes. Nous pensons toujours que les choses vont se faire et vont finir par devenir positives. Non, c'est faux. Il faut qu'il y ait de l'action. Il faut qu'il y ait de l'investissement. De l'initiative. De l'initiative et de l'investissement dans du long terme. 2050 approche. Beaucoup de personnes le savent. La population africaine va doubler. À ce moment-là, on aura plusieurs scénarios. D'ici 2030 et 2050, est-ce que dans les projections, vous qui nous regardez, vous pensez que d'ici là, l'Afrique sera développée? Est-ce que l'Afrique aura rattrapé le gap qui la sépare des autres pays? Quand je parle de développement, je ne parle pas d'avoir de gros buildings, tout ça, non. Être en capacité de nourrir sa population, de maintenir les populations sur place. Est-ce que l'Afrique sera capable de ça face à 2,5 milliards de personnes, dont 60% seront des jeunes de moins de 30 ans? Donc, qu'adviendra ces jeunes-là?
Donc, soit ils auront la possibilité de rester sur place, soit on aura des grosses vagues migratoires. Et qui dit grosse vague dit malheureusement que la Méditerranée va en prendre pas mal. Voilà. Et ma crainte, Philippe, c'est quoi? C'est que sur la Méditerranée, on construise des cordons qui empêchent les émigrés de venir. Et que ces cordons soient tenus par qui? Par nos propres enfants. Pourquoi? Parce que le discours, il va continuer à se radicaliser. Éric Zemmour, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas le dernier. On aura encore des plus durs qui vont dire que vous, les Noirs de France, si vous voulez vous en sortir, si vous voulez qu'on vous maintienne dans les bonnes conditions dans lesquelles vous êtes, il ne faudrait pas que vous soyez plus nombreux. Empêchez les autres d'arriver. Et là, on verra des personnes, des Noirs, qui se forment pour aller empêcher d'autres Noirs d'arriver en Europe. Et ça sera le drame. Donc c'est pourquoi je pense que nous devons travailler, nous devons mettre en place les conditions idéales pour que, ici, les Noirs puissent être mieux accueillis. Et parce que nous aurons gagné de la place, de l'autorité ici, on aura plus d'influence aussi en Afrique. Donc, c'est tout à fait ça la vision, de se dire, enrichissons-nous au maximum. Et quand je parle d'enrichissement, ce n'est pas que l'enrichissement financier, mais c'est aussi l'enrichissement politique, l'enrichissement intellectuel. Enrichissons-nous au maximum pour influencer la société dans laquelle nous sommes, pour que l'image qu'on a du noir dans la société où nous sommes, que ce soit en Allemagne, au Canada, partout, soit changée et que nous puissions emmener cela aussi en termes d'expérience, en termes de qualité de vie dans les pays dont nous sommes originaires. Voilà un petit peu ce que je voulais partager, Philippe. J'ai rien à rajouter. Merci beaucoup, Alexis. J'espère que le message est clairement passé, que vous comprenez l'urgence, l'initiative, le projet que défend Alexis et pour lequel il était nécessaire qu'il vienne s'exprimer ici. Peut-être qu'on fera un live là-dessus un dimanche après-midi pour tout à fait. Répondre peut-être aux questions que les uns et les autres pourraient se poser ou te challenger suite à cette interview. Donc, dimanche. Je te tiendrai informé de la suite à donner à ça. Oui, d'accord. Merci, Alexis. Je t'en prie. Merci et salut à tout le monde. Ciao.